Alors, l'idée, c'est d'avoir un petit temps d'échange. Alors, s'il n'y a que moi qui parle, évidemment, ça va être un peu tristounet parce que vous aurez, chacun partagera qu'un petit bout de ce que j'ai à vous raconter. Mais si tout le monde a un petit bout d'expérience ou un retour à faire ou évoquer les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, je pense que ça sera assez sympa. En préparant cette session en début de semaine, je suis tombé par hasard, parce que je n'avais pas suivi ça de très près pour l'instant. Voilà, s'il y a un courrier du HCRS là, alors je ne sais pas s'il a diffusé partout encore, mais globalement, voilà, il y a un report qui est acté à partir de la vague C. Donc globalement, la vague C qui devait un peu commencer cette année est plutôt décalée à l'année d'après, et toutes les autres vagues seront décalées d'un an. Donc, ce qui veut dire avec des accréditations qui seront un petit peu plus longues sur les vagues suivantes, quoi. Alors, je n'ai pas de précision outre ce courrier, mais il est disponible pour ceux qui ne l'ont pas eu encore. Il est disponible sur le site du HCRS. Donc, il y a les courriers il y a un courrier du HCRS et un courrier commun du ministère, des GRI et HCRS. Bon, je ne vais pas vous montrer là, mais globalement, c'est un peu l'actualité pour la vague C, c'est que vous avez un petit peu plus de temps que prévu. Bon, ce qui n'est pas plus mal, parce que faire une auto-évaluation dans le contexte actuel, c'est quand même pas bien simple, quoi. L'autre évolution entre la vague B et la vague C qu'il faut avoir en tête, c'est une des grosses évolutions là, sur l'évaluation formation, c'est qu'il y a plus d'obligation d'auto-évaluation et de dossier par mention sur le premier cycle. Et ce qui est demandé par le HCRS, c'est plutôt montrer qu'on a fait une évaluation de nos mentions, mais par contre, ce qu'on rend, c'est un dossier unique sur la licence. Et notamment parce que la loi ORE, on va dire elle génère en tout cas des politiques qui sont plus axées sur le cycle d'accueil en premier cycle, en l'occurrence, que par mention. En tout cas, c'est le choix qui a été fait à partir de la vague C. Peut-être que la vague B était déjà dans ce schéma-là. Ceux qui sont en vague B, mais je ne crois pas, de mémoire. La vague B, Ici, c'était encore par mention ou c'était déjà ici, ça? la vague B, on a eu à prendre en compte cette Oui, oui, c'est la évolution. vague B, pardon, Oui, j'avais oui. raison. Oui, oui, oui. Oui, c'est la vague B qui est en cours. Pardon. C'est à partir de la vague B. Donc, à Grenoble, nous, on est resté encore vague A sur une évolution par mention, une évaluation par mention. Voilà, dans les grosses évolutions, c'est un peu ça l'actualité pour ceux qui vont démarrer. Ce que je vous propose, c'est que moi, j'ai ciblé un certain nombre de thématiques sur lesquelles on peut échanger. Alors, en masse, on va dire, voilà, il y a la question des enjeux, des freins, des leviers, la question de ce qu'on fait de l'évaluation externe versus l'auto-évaluation. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on en fait, nous, de tout ça, quoi. L'utilisation d'un référentiel HCRS ou d'un référentiel interne. La question de comment on fait ça, dans quel processus on organise ça, les documents associés, est-ce qu'il faut de la gestion documentaire, la question du pilotage de ce projet, qui décide, qui pilote, qui a les mains pour travailler, quel lien avec l'accréditation, voilà, ça c'est un vrai sujet. La question des calendriers, quand est-ce qu'on commence? Est-ce qu'il faut commencer tôt? Est-ce qu'il ne faut pas commencer plus tard pour ne pas essouffler les gens? Enfin voilà, il y a des questions de ce type-là. Les liens avec les autres domaines de l'auto-évaluation, et puis la question des indicateurs et de la mise à disposition des données, puisque finalement, ce n'est pas les cellules de pilotage qui font l'auto-évaluation, c'est les acteurs et les équipes pédagogiques. Et les cellules pilotage, elles sont là en accompagnement pour mettre une dynamique, mettre un certain nombre d'outils et de données à disposition. Alors, je commence. Sur les enjeux, les freins, les leviers, on peut commencer à échanger là-dessus, ou ceux qui se posent des questions en tout cas. Il y a une question autour de l'ambition de l'établissement qui est importante quand on démarre ces projets-là, c'est-à-dire que c'est jamais le bon moment déjà, de toute façon, on n'a jamais le temps de le faire, il faut être raisonnable. Tout le monde va vous trouver les bonnes excuses pour dire que ce n'est pas le moment de le faire et qu'on n'a qu'à le faire à minima et ça suffira bien. Donc, ce qu'il faut arriver généralement dans ces projets, c'est à trouver voilà, qu'est-ce qui va vous bloquer, quels sont les leviers d'action que vous avez à disposition. Et ça, avant de démarrer ce projet d'évaluation, c'est un vrai temps de réflexion qu'il faut prendre, à la fois parce que ça peut très vite arriver à des points de blocage. Sinon, vous démarrez un énorme projet super ambitieux dans lequel vous avez zéro portage, il ne se passera pas grand-chose à la fin ou ça sera extrêmement frustrant ou compliqué. Et inversement, ça serait dommage de ne pas mettre de l'ambition si l'établissement en a, quoi.
Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels on peut peut-être échanger. Si vous avez, vous, dans vos établissements, des retours sur ce sujet-là, qu'est-ce qui vous a posé souci? Qu'est-ce qui vous questionne aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en recherche de leviers que vous n'avez pas forcément encore trouvés? Est-ce qu'il y a des établissements qui veulent prendre la parole sur ce sujet-là? Peut-être je peux prendre la parole à l'Université de Pau pour faire un petit retour d'expérience, puisqu'on Ouais, a fini notre auto-évaluation allez. et que notre évaluation formation, et on s'est mis en mode projet suite à votre retour d'expérience, puisque j'avais suivi votre formation avec l'AMU il y a quelques temps maintenant, hein, de nombreux Oui. mois. Et on s'est organisé pour avoir un portage politique fort. Donc, chaque vice-président en charge de leur domaine, hein, recherche, CA et formation, se sont mobilisés pour piloter le travail. Et je pense que là, le levier le plus fort pour nous, ça a été vraiment celui-là, parce qu'il y a eu une équipe projet constituée autour de chaque vice-président voilà, qui a drivé les choses, qui a mobilisé les troupes, qui a constitué une équipe projet avec les représentants des composantes internes, etc. Donc, forcément, on a été confronté, comme Arnaud, vous l'avez dit, là, sur oui, c'est pas le bon moment, on a autre chose à faire, comme, comme partout, Oui. comme tout le temps, mais voilà, ça a quand même été pris en main par l'équipe et finalement, les collègues se mettent au travail. Euh, il y a eu aussi le choix de se dire, c'est une auto-évaluation certes externe, mais qui nous sert en interne, qui est utile pour l'établissement et pas, on ne fait pas une évaluation pour le HERS. On fait une auto-évaluation pour nous d'abord. Euh, Après, on rentre dans le cadre du HERS, mais voilà, c'est vraiment une auto-évaluation qui sert en interne pour construire le projet. Et là, d'ailleurs, on a déjà lancé les travaux pour l'accréditation et on se base sur tout ce que les formations ont fait comme bilan pour améliorer les choses. Voilà en termes de levier de portage politique. Bon, il y a le sujet, clairement, hein, c'est aussi ce que disait Bérangère, c'est-à-dire que montrer que un des leviers essentiels, c'est montrer qu'on ne fait pas ça juste pour se faire plaisir et juste pour le HCRS parce que voilà, ça les amuse de nous envoyer des documents à remplir. Donc l'idée, c'est de trouver des moyens d'en faire quelque chose qui est utile à l'établissement. Alors, c'est un des éléments, ça rejoint ce que j'avais écrit là, c'est la question du référentiel interne ou externe. C'est-à-dire que bon, les HCRS, ils sont quand même sympas, ils nous donnent des référentiels types sur lesquels ils vont porter leur évaluation externe et puis qui peuvent servir finalement pour faire l'évaluation, l'auto-évaluation. Un des leviers qui est intéressant, c'est de s'approprier ce référentiel et d'en faire un qui devient le référentiel établissement. Ça, c'est intéressant parce que tout de suite, ça veut dire que sur vos documents, vous n'avez pas les logos HCRS, vous avez les logos de vos établissements. Ça devient un projet d'établissement et pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors forcément, même si il y a des contraintes ou en tout cas des logiques sur lesquelles on peut pas échapper vis-à-vis de l'évaluation externe, mais en tout cas, un des éléments qui est intéressant, c'est de faire sien la documentation du HCRS, de faire sienne plus exactement, afin que, voilà, dans les échanges que vous pouvez avoir avec les équipes pédagogiques, on est sur un schéma où on fait ça pour l'établissement. Ça, c'est un des leviers importants, je trouve, moi, en tout cas. En tout cas, sur Grenoble, c'est un des leviers qui a été très, très utile. Créer un référentiel. Donc, nous, on a créé un guide de l'auto-évaluation qui intégrait un référentiel et qui était extrêmement différent et personnalisé dans les problématiques de l'établissement. Ce qui veut dire aussi que dans votre référentiel d'évaluation, enfin d'auto-évaluation, ce qui est intéressant, c'est aussi à l'intérieur des thématiques du HCRS, il y a aussi des thématiques particulières de l'établissement qui sont intéressantes ou sur lesquelles on souhaite porter une attention particulière dans l'évaluation. Je prends par exemple, ça peut être le numérique, ça peut être plein de choses. Donc l'idée, ça serait d'avoir un référentiel d'évaluation qui prenne en compte la dynamique de l'établissement. Ça, c'est un des leviers qui est important parce que, encore une fois, ça permet aux équipes pédagogiques de s'approprier plus facilement quelque chose qui est de l'établissement plutôt qu'une contrainte externe du HCRS.
Après, sur le portage politique, bah, évidemment, quand vous avez les VP et les équipes politiques qui sont en dynamique sur le sujet, bah, oui, ça c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Il y a la question de la CFVU qui est un vrai sujet aussi, c'est-à-dire que préparer en amont vos conseils sur ce que c'est l'auto-évaluation, sur ce que c'est l'évaluation externe, le HCRS, le lien avec l'accréditation. Y aller régulièrement pour présenter l'avancée des travaux, comment on conçoit les calendriers, dans quel processus on va travailler. Tout ça, c'est ce qui permet à vos instances aussi de s'habituer à ce qui va se passer. Et voilà, Grenoble, on est sur des schémas où on a commencé à discuter avec la CFVU de l'auto-évaluation 2 ans avant de commencer, pour commencer à sensibiliser. Et puis, bah, ça aboutit aussi à les faire travailler sur justement les fameuses thématiques sur lesquelles on voudrait avoir une auto-évaluation un petit peu plus poussée. Et les mettre en questionnement aussi sur ce sujet-là, bah, ça permet de mettre de la dynamique à un moment donné, quoi. Oui, si je puis me permettre, donc pour Avignon Université, j'avais fait une présentation. Alors moi, je suis en charge de toute l'auto-évaluation et l'accréditation, donc au niveau du pilotage donc central, on va dire. Et donc j'avais fait une présentation en congrès, plus ou moins, en associant les directeurs de laboratoire, en associant donc tous les doyens, enfin bon. Et donc c'était l'occasion d'expliquer qu'est-ce que c'était que l'auto-évaluation et comment ça s'inscrivait dans le processus d'accréditation qui suivait. Et puis ensuite, au niveau de la CFVU, ils ont été, oui, particulièrement impliqués parce que au sein de la CFVU, il y a un certain nombre de personnes qui ont été en charge de la relecture des dossiers d'auto-évaluation d'autres formations. Donc, ça faisait, en fait, si vous voulez, c'était une relecture croisée. Les relecteurs étaient de domaines différents, on va dire, des dossiers qu'ils relisaient. Donc, c'était plutôt enrichissant. Côté pilotage, bah, à cours de relecteurs, on a été associés aussi. Donc, c'était bien aussi, finalement, de notre côté. Voilà, mais enfin, après, le frein, je reviens juste sur ce que vous aviez évoqué au niveau des freins. Le processus est long, en fait. Oui. On est sur un processus en tout et pour tout qui dure quasiment 2 ans et les gens ont tendance un peu à s'essouffler quand même. Voilà. Compte tenu des autres missions qu'ils ont par ailleurs, nous, on est un petit établissement, donc les personnes sont un peu au four et au moulin, un peu voilà, sur plein de dossiers, et c'est un peu toujours les mêmes qui sont un peu sollicités. Donc, c'est vrai que la difficulté, c'est ça, c'est que c'est un peu un marathon, quoi, qui dure longtemps. Ça dure longtemps et en théorie, alors après, ce qu'on avait un peu vendu sur Grenoble, c'est de dire que finalement, ça dure longtemps parce que, alors, on n'a pas mis en place des conseils de perfectionnement qui soient vraiment efficients. C'est sûr que normalement, si on a des conseils de perfectionnement qui fonctionnent vraiment, avec une vraie dynamique, finalement, c'est un conseil de perfectionnement un peu plus poussé qui a lieu tous les 5 ans. Quelque part, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on l'a vendu, nous. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y a un gros effort au départ et que cet effort dans la durée, finalement, il va se matérialiser dans la durée par les conseils de perfectionnement et que finalement, cette auto-évaluation, ben, elle est permanente, sauf qu'il y a un instant T où il y a un organe externe à qui on doit finalement rendre quelque chose sur cette auto-évaluation permanente. Et donc, il y a un conseil de perfectionnement qui est un petit peu plus poussé une fois tous les 5 ans. C'est un peu comme ça qu'on l'a vendu, nous, et ce qui a été plutôt bien perçu, quoi. Globalement, il y a eu beaucoup de conseils de perfectionnement qui se sont mis en œuvre dans la foulée. Alors, bon, évidemment, ce qui devrait être le cas depuis de nombreuses années, mais ça, c'était un des arguments aussi dans la mise en place du projet, quoi. Oui, sur Avignon, je confirme tout à fait. Il y avait des conseils de perfectionnement, mais pas dans toutes les formations. Et en fait, l'auto-évaluation, il y a donc maintenant 4 ans, ça les a comment dire, poussés à se réorganiser et à vraiment s'interroger sur leur formation. Et donc maintenant, c'est devenu effectivement, c'est obligatoire et toutes les formations ont des conseils de perfectionnement qui se réunissent normalement 2 fois par an, à la fin de chaque semestre. Et Voilà. ils sont sur quel niveau? Plutôt mention, département, Alors, on est parcours? plutôt au niveau de la mention. Mention. Oui. Ça, c'est une des On a des petits difficultés aussi. effectifs. Au niveau des parcours, les effectifs sont parfois petits, surtout en master pour nous. Donc, c'est plutôt au niveau de la mention, pas du parcours. Ça, c'est une des difficultés aussi, hein. Vous allez prendre des IUT, ils vont vouloir travailler par département sur leur LP.
parce qu'ils considèrent toute leur LP, ils font un conseil de perfectionnement unique. J'ai la fac de droit qui fait ça aussi, qui fait 2 jours de conseil de perfectionnement unique et ils passent toutes les formations. C'est un grand meeting annuel. Voilà. Donc, et ça, voilà, faut arriver à garder quelque chose de structuré, mais d'assez souple pour que les équipes pédagogiques s'y retrouvent. Et c'est des fois pas facile, quoi, notamment sur les masters où l'enseignant responsable de son parcours voudrait faire son conseil de perfectionnement sans tenir compte de ce qui se passe dans les autres parcours de la mention, quoi. Ça, on est souvent confronté à ce genre de choses, quoi. Donc, il faut rester assez souple. Voilà, c'est globalement, hein, il y a une question de souplesse, hein, dans les leviers. Moins on met de contraintes et plus on leur donne des trucs pour jouer qui sont faciles et plus ça marche, quoi, globalement. Je reviens sur le référentiel. Je peux peut-être vous montrer à quoi ça ressemblait. Peut-être je peux faire un petit retour sur le référentiel à l'UPPA, puisque certes on démarre, ça m'y fait penser parce que vous avez évoqué la longueur du processus, hein, on est bien d'accord, et c'est tout le risque de démarrer très tôt, trop tôt, parce que le HCRS modifie les référentiels entre 2 vagues, parfois, pas tout le temps, mais nous on a été confrontés au problème sur l'établissement cette année, Oui. et sur le premier cycle de formation, hein, puisqu'ils nous ont appliqué le nouveau référentiel pour le premier cycle dès notre vague. Et alors qu'on était organisé, après, voilà, on avait lancé le travail, on avait partagé la démarche d'amélioration continue aux formations, mais on avait évoqué de préparer les choses en amont pour rédiger un dossier, notamment sur la mention de licence et licence pro. Bon, sur les que le référentiel n'avait pas changé, mais c'est vrai que sur le premier cycle, on les avait embarqués de rédaction, alors que finalement, c'est qu'une fiche synthétique Oui. d'auto-positionnement sur des degrés d'avancement de 1 à 5, sur une échelle de 1 à 5, qui est quand même beaucoup plus light, beaucoup plus légère que la rédaction d'un dossier. Donc voilà, mais bon. Donc c'est un peu le piège, la vigilance plutôt, je dirais, qu'il faut avoir de commencer suffisamment tôt, mais d'être vigilant sur l'évolution des référentiels, parce que ça peut changer quand même la donne en cours de route, et l'organisation et ce qu'il faut faire, le travail à mener, les étapes de travail, ça peut chambouler quand même pas mal les choses, donc il faut faire un peu attention. Après, je pense qu'il y a un temps de préparation qui est assez conséquent, c'est-à-dire qu'il faut il faut avoir beaucoup maturé un petit peu de comment on va s'organiser, comment on implique les acteurs, à quel moment on les sollicite. Tout ça, c'est un travail en amont qui ne sollicite pas forcément les équipes pédagogiques tout de suite. Et c'est vrai que le temps de sollicitation, il faut le raccourcir vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux équipes pédagogiques de travailler pendant 1 an. Ce n'est pas raisonnable. Donc, il faut arriver à réduire ce temps au maximum. Donc, ça veut dire que c'est le temps de préparation qui est très, très long au départ, et la formalisation des process, etc. Et en général, de toute façon, comme les référentiels HCRS, effectivement, en général, on les touche au mois de novembre, décembre pour commencer l'évaluation l'année d'après. De toute façon, c'est assez délicat de commencer avant janvier, quoi, de toute façon. Parce qu'on n'a pas finalement les derniers référentiels. Et effectivement, quand ça bouge, en plus, on ne sait pas ce qu'ils vont nous inventer sur la VAC-C. Pour l'instant, la documentation n'est pas disponible. Bon, elle est reportée, donc en l'occurrence, la problématique ne se posera pas, mais on peut imaginer que peut-être ils ont dans l'idée que sur les masters ou sur la professionnalisation ou sur les LP, d'inventer un nouveau truc, c'est encore possible. On verra, mais pour moi, c'est un temps le temps qui est long, c'est le temps de préparation, de sorte d'avoir un processus qui soit très, très robuste, quoi. Ça, c'est vraiment un temps de préparation qu'il faut prendre, quoi. Vraiment en amont. Moi, je vous dis, c'est 1 an et demi. 1 an et demi de travail sur le sujet à Grenoble. Alors aussi parce que 3 universités fusionnées, et c'était la première campagne de l'université fusionnée. Donc, il fallait un peu harmoniser les pratiques, entre guillemets. Mais on a passé beaucoup de temps à réfléchir le process pour qu'il soit acceptable et compris. En fait, ça a été un des gros éléments sur lesquels on a travaillé en amont. C'était ça, quoi, l'acceptation d'un schéma d'auto-évaluation qui va servir à quelque chose, qui n'est pas une contrainte, qui va nous emmener vers de la qualité des formations. Et une fois qu'on a dit qualité des formations, il faut arriver à trouver les leviers qu'il y a derrière. Une fois qu'on a dit qualité, finalement, on n'a pas dit grand-chose.
mais il faut aller un petit peu plus loin, il faut aller sur attractivité, sur insertion pro, il faut aller sur ces sujets-là, il faut aller chercher un petit peu plus loin que qualité, puisque finalement, qualité des formations, les équipes pédagogiques, bien évidemment, c'est leur métier de tous les jours et elles considèrent qu'elles ont des formations de qualité, globalement. Donc, si on s'arrête juste sur qualité, en général, ce n'est pas suffisant pour convaincre. Donc, il faut essayer d'aller trouver des leviers un petit peu plus poussés que ça, en général. Je vous montre brièvement. En complément, Ouais. juste Arnaud, si je peux me permettre, en complément de ce qu'Arnaud vient de dire, ce qu'il faut bien noter, c'est que l'auto-évaluation, elle est pour vous. Donc, tout le travail que l'établissement y fait en amont, même si derrière le rendu, c'est pas le rendu, il a changé, et tout le travail qui est fait en amont, en fait, c'est un travail qui est fait pour l'établissement. Donc, il faut vraiment s'approprier le dispositif et pas le voir comme une contrainte, en fait. Ce que disait Arnaud tout à l'heure, hein. À partir du moment où vous travaillez pour l'établissement et c'est tout ce que vous allez emmagasiner, tout ce que vous allez faire au départ, ça va être bénéfique pour la suite, même si les référentiels, au final, le rendu, le document à rendre, il change un peu. C'est pas très grave, ça. Un des éléments aussi dans la préparation, c'est que pour les équipes pédagogiques, il ne faut pas qu'il y ait de surprise. C'est-à-dire il faut que ça soit clair, le plus clair possible. Il faut qu'il y ait le moins de surprises possible pour eux. Il faut que dès le départ, l'ensemble du process il soit expliqué, connu, rassurant. Ça c'est un élément qui est important pour les équipes pédagogiques, avoir quelque chose de rassurant. Ça, c'est vraiment un des leviers importants, je trouve. Il est là. Là, on voit le guide. Voilà. Bon, ça ressemblait à ça. C'est un document qui faisait une trentaine de pages et l'idée, c'était de référencer finalement à la fois l'ensemble du process qu'on allait conduire sur les 6 mois à venir et puis aussi donner un guide euh, sur comment on souhaitait qu'ils évaluent leur formation. Vous voyez, il y avait globalement euh, comment on rédigeait la partie finalité, la partie positionnement, la partie organisation, la partie pilotage, comment on rédigeait les conclusions. Et puis, on avait toute la documentation associée sur comment ils devaient faire transiter leurs documents, la remontée des dossiers, les formats de dossiers, les plans de rapport, et puis il y avait toute la documentation qui était disponible. Et bon, on leur expliquait qu'est-ce que c'était la qualité, qu'est-ce que c'était un rapport. Un des éléments qui est intéressant, les référentiels HCRS, ils ont été beaucoup critiqués, mais moi, je ne les trouve pas si mal que ça. La seule critique qu'on peut émettre vis-à-vis du HCRS, c'est qu'ils n'ont pas expliqué pourquoi le référentiel ils était fait comme ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'expliquer finalement pourquoi le référentiel HCRS, alors sur les masters essentiellement maintenant, il est fait comme ça. C'est-à-dire qu'il est décomposé en finalité, positionnement, pédagogie et pilotage. Et en fait, ce n'est pas expliqué vraiment pourquoi c'est fait comme ça. Et l'idée, c'est quand même de dire, on a une formation qui a des finalités, c'est-à-dire qu'on l'a créée pour faire quelque chose, de l'insertion pro, de la continuité en master, d'alimentation des labos, des doctorants, ce qu'on veut, etc. Et en fait, à partir de ces finalités qu'on a décrites, on est capable de positionner notre formation avec des partenaires qui répondent à ces finalités, avec une pédagogie qui répond à ces finalités. Donc, les méthodes pédagogiques et les modalités pédagogiques sont en fonction de ces finalités, parce que c'est bien ça le but. Et globalement, la partie pilotage, qui est le 4e volet en fait, de cette auto-évaluation, en tout cas de ce référentiel, elle sert à faire le lien entre ces 3 éléments. Et après, on a des conclusions et perspectives. Ça, c'est exactement le référentiel HCRS, sauf que il est plutôt bien fait, sauf que ça, ce n'est pas expliqué. Pourquoi on a d'abord finalité, positionnement, pédagogie. Et quand vous expliquez ça, tout de suite, ça prend une autre mesure, la manière dont on utilise ce référentiel. En tout cas, quand on se l'approprie. Pourquoi ça ne change pas de page? Voilà. Et après, c'était constitué comme ça, globalement, par domaine. Donc, on était sur les finalités. Et en fait, ce qu'on expliquait dans ce guide, c'était qu'est-ce qu'on attendait comme élément de rédaction, quels sont les exemples d'éléments de preuve qu'on pouvait joindre en annexe, les propositions de texte sur des dispositifs établissements, et puis des ressources qu'on mettait à disposition. Voilà. Et globalement, sur chaque domaine, ils avaient une petite fiche, alors qui était soit recto verso, soit juste recto, ça dépendait, où ils avaient l'ensemble de ces éléments, donc c'est-à-dire des exemples de preuves,
des propositions de texte, globalement, qui sont des dispositifs sur lesquels ils pouvaient s'appuyer dans leur auto-évaluation, et puis des attendus non exhaustifs, etc. Et sur le pilotage, pareil, etc. Et des conclusions, des perspectives, les calendriers. Voilà. Ici, la partie GED, c'est-à-dire comment ils devaient gérer leur documentation et déposer leur dossier. Donc ça, c'était toute la partie. Et puis après, il y avait toutes les annexes. Donc le calendrier général, les schémas de validation des dossiers. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont rédigé leur dossier, il faut qu'ils sachent leur dossier, qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce que vous allez en faire, quoi. C'est qui va le valider, qui va le contrôler, qu'est-ce que vous allez faire de tout ce que j'ai fait finalement. Donc globalement, ici, nous, on avait décrit finalement le format de remontée, les schémas de relecture et de validation. Et puis, ici, il y avait des grilles de relecture qui sont retournées au porteur, qui étaient formalisées avec des principes, on a fait voter en CFVU, des principes de relecture, et puis des chartes pour les relecteurs. Donc, c'est-à-dire, on est toujours, hein, voilà, on n'est pas de jugement de personne, on est sur le fond, on n'est pas sur des schémas. L'idée d'avoir des grilles de relecture, ça permet aussi d'avoir des choses qui sont très formalisées et très formatées finalement pour pas que ça dérive. Donc ça, c'est des schémas importants qui sont rassurants aussi pour les équipes pédagogiques. Arnaud, ouais. Ouais, me permets de te couper. Je ne sais pas si tu l'as dit, c'est un document que tu pourrais nous transmettre à titre d'exemple ou ça reste en interne chez vous? Je pourrais vous le mettre à dispo. Ouais. Ouais, parce que je trouve que la démarche explicative là est bien et c'est intéressant. Ouais. Et vous voyez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout de suite, ce n'est pas un référentiel HCRS, c'est un guide d'auto-évaluation de l'UGA. Oui, c'est ça, vous l'avez appliqué. Votre dynamique, quoi. Bon, voilà. Donc ça, c'est un des éléments, moi, je trouve, qui est vraiment important. C'est d'avoir un document qui permette de rassurer les équipes pédagogiques, entre guillemets, où vous pouvez décrire le process de manière un peu rassurant pour tout le monde, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des établissements qui ont fait ce genre de document? Oui, à Pau, on l'a fait, ouais. Mais grâce à votre expérience, en fait. Oui, Voilà. pareil, ouais. Pareil à Nantes, on l'a fait aussi. Alors moi, je suis désolée, je pensais que c'était le volet établissement qui était géré aujourd'hui, c'est ce que j'ai coordonné, mais je suis quand même au courant de ce qu'a fait la direction de la formation. Et effectivement, ils ont rédigé, Johanna Boutin a rédigé un guide suite à la formation qu'on avait suivie, hein, Arnaud, merci beaucoup, on a appliqué la bonne parole. Je crois que ça a quand même bien fonctionné. Hein. Après, Si, il n'y a pas forcément de règles, il y a aussi des positions dans lesquelles sont les établissements où des fois, il y a un alignement qui permet de faire des choses. Et puis, ce qu'il y a dans le guide, encore une fois, il faut que ça fasse sens pour vos équipes pédagogiques. C'est surtout ça qui est important, quoi. Après, au-delà du guide, nous, on s'est beaucoup promené dans les composantes de formation pour aller former les équipes pédagogiques, pour les rencontrer, pour écouter leurs problématiques, les sujets sur lesquels ils voulaient travailler, ceux qui leur posaient un peu plus de problème. Enfin, voilà, tout ça, quand je dis qu'il y a un temps préparatoire qui est assez important, c'est tout ce temps-là, en fait, qui est le temps masqué où on n'est pas dans l'auto-évaluation même. C'est-à-dire que les équipes pédagogiques ne sont pas en train de travailler sur l'auto-évaluation, mais vous êtes en train de préparer de la documentation, du process, de la GED, qui permet après de réduire ce temps d'auto-évaluation à une période qui est assez raisonnable de 3-4 mois, grand maximum, et qui permet de ramasser des opérations sur quelque chose qui est maîtrisé. Ça, c'est vraiment important. Et je rejoins, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, la longueur et le maintien de la dynamique sur la durée et l'épuisement des équipes sur un sujet qui vient s'ajouter au reste. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel il faut vraiment faire attention, hein, clairement. L'autre élément pour les établissements qui ont beaucoup de formations, c'est la question de la gestion électronique des documents. Alors ça, c'est un vrai sujet à anticiper si vous n'avez rien aujourd'hui pour gérer votre documentation sur ces phases d'auto-évaluation, notamment parce que ça fait beaucoup de documents. Si vous êtes à Grenoble, je crois qu'on est sur 180 mentions ou 170 mentions dans ces eaux-là. En termes de documentation, entre ce que vous mettez à disposition comme outil, ce que
les équipes pédagogiques vous remontent. Donc, c'est un fichier plus les annexes. Donc, ça va être une première version qui va être relue, qui va faire des commentaires, etc., etc. Donc, vous arrivez à un nombre de fichiers qui est assez incalculable à la fin. Et puis, ce qu'il faut penser, c'est la remise à disposition de l'ensemble de cette documentation, puisqu'on veut l'utiliser pour la suite. Donc, il faut qu'elle soit dans un schéma où on puisse la réutiliser. Donc, ça, je vous engage, si vous ne l'avez pas encore fait, à penser ça très en amont, parce que ça prend beaucoup de temps à prévoir. Ça, c'est sur les 3 volets. Et c'est valable sur les 3 volets. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, quand j'ai récupéré toute la documentation des 3 établissements fusionnés sur la précédente auto-évaluation et accréditation, je crois que j'avais 17 000 documents non triés, en vrac, dans des répertoires sur le réseau. Enfin, voilà, c'est ingérable, ingérable. Autant dire que l'utilisation de ça, c'est inenvisageable. Inenvisageable, puisqu'on ne sait même pas si on a la dernière version des documents, etc. Donc ça, c'est un élément important aussi, c'est la question de la GED, c'est un vrai sujet. Nous, on a eu la chance à Grenoble, c'est qu'au moment de la fusion, moi, j'ai réussi à négocier un poste pour s'occuper de ce sujet-là. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un profil gestion documentaire, mais informaticien aussi. Donc ça a été un vrai plus pour nous, parce que c'est lui qui s'est occupé de nous caler toute la GED, mais aussi en mode très automatisé, parce que compétences informatiques aussi, quoi. Donc ça, c'est un vrai plus dans des projets de ce type-là. C'est vraiment important, surtout si vous vendez dans vos équipes pédagogiques, que vous allez remettre à disposition un certain nombre d'éléments qui permettent d'alimenter l'accréditation et les futurs conseils de perfectionnement, etc. Donc, il faut pouvoir le faire une fois qu'on l'a annoncé. Qui pilote, qui décide? Bon, ça, c'est des sujets aussi. Hein, qui a le dernier mot sur les process, etc. Donc, nous, on avait fait le choix de vraiment se caler avec la CFVU et d'aller leur rendre compte tous les mois de l'avancée des travaux, presque chaque mois, presque à chaque CFVU, et éventuellement de lui faire acter les process de relecture, les grilles de relecture, tous les schémas associés qui nécessitaient une validation plutôt des équipes pédagogiques, globalement. Donc, mais comme tout ça, c'était vraiment travaillé en amont, en général, il n'y a pas eu beaucoup de discussions, d'ajustements, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez travaillé avec les directeurs de composantes, les équipes pédagogiques en amont, bon, bah, globalement, ça roule, quoi. Hein. Moi, le lancement, pour vous situer, nous, on l'avait fait début janvier. Donc, on a fait une grande messe avec tous les porteurs de mentions, les directeurs de composantes et tout ce qui va bien. C'était un amphi à peu près de 200 personnes. On a représenté tout le process, tout ce qu'on attendait d'eux, et ça a duré 1h30, pas une seule question, tout était clair parce que tout était travaillé en amont, et en fait finalement ce n'était qu'une répétition pour eux, et le lancement de la campagne s'est fait assez facilement. Bon, les calendriers, on en a parlé, les liens avec l'accréditation, bah, bien évidemment. Alors, peut-être on peut se redire Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ces sujets qu'on vient d'évoquer un peu en mode rapide, bien évidemment, puisqu'on ne fait pas une formation. Mais... Juste une petite question. Ouais. Sur le référentiel qu'on ne connaît pas encore pour l'AVAXé, est-ce qu'on a quand même des informations sur l'intégration des exigences du référentiel Calliope dans le référentiel HCERS? On ne sait pas pour l'instant. C'est la vraie question de fond. On ne sait pas trop. Mais en même temps, si votre établissement souhaite que ça soit le cas, faites-le. Créez votre propre référentiel et intégrez-le. Mais on va y venir à force, de toute façon, sinon on ne va pas s'en sortir. Ça va bien merger au bout d'un moment, de toute façon. Ce qu'il faut bien avoir en tête. Vas-y Thierry, vas-y. Excuse-moi, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est ce que je dis depuis tout à l'heure et ce que Arnaud dit aussi, c'est l'auto-évaluation, c'est pour vous et c'est ce que vous voulez en faire. Donc, si c'est important pour toi d'avoir Calliope à l'intérieur de ton référentiel, il faut le mettre. Et les documents qui vous sont demandés par le HCERS, vous pouvez les amender, les modifier à votre convenance, en fait, à partir du moment où le HCERS retrouve ses petits. Et c'est pas un format obligatoire à remplir en l'état. Il faut vraiment faire ce que vous voulez.
Ils ont simplifié le modèle de formation. Tout à l'heure, je ne sais plus qui nous disait, ben non, il n'y a plus qu'une fiche à remplir avec 3 à cocher, c'est beaucoup plus light. C'est beaucoup plus light, mais ça sert beaucoup moins. Si vous, le dossier qui était à remplir avant, il vous paraissait plus intéressant à l'usage pour votre établissement, continuez à le faire, c'est pas grave. Au contraire, l'auto-évaluation, c'est pour vous. C'est pas pour le HERS. Hein. C'est ce que vous voulez en faire, en fait, derrière. Comment vous travaillez avec. Et ça doit devenir un outil, en fait. Après, l'autre élément, peut-être là sur le référentiel, c'est que nous, on avait fait le choix, mais je pense qu'on ne referait pas le même, mais de faire un guide qui était assez générique. Et ça serait à refaire, on ferait des guides différenciés par type de diplôme. Notamment parce qu'on voit que les enjeux sur une licence et sur une ELP, ben, évidemment, ce n'est pas les mêmes. Et par rapport à la stratégie de l'établissement, je pense que les périmètres d'auto-évaluation ou les référentiels peuvent un peu différer, entre guillemets. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas fait. Et voilà, pour la prochaine, ça serait sans doute intéressant de le faire, d'avoir des guides différenciés par niveau, par type de diplôme. C'est ce qu'a fait le HERS maintenant avec sa différenciation premier et second cycle, finalement. Oui. Avec des référentiels différents. Oui, clairement. Mais je sais comment ils traitent les LP, du coup. Les LP, par dans contre, le premier cycle. Dans le premier cycle. Ouais. Et ça, moi, je trouve ça un peu… Ouais, je sais pas. C'est quand même pas les mêmes enjeux, je trouve. Ouais, c'est un peu difficile. Et du coup, quand on rédige le dossier premier cycle, c'est vrai que c'est une politique globale. Il y a des enjeux différents suivant les licences générales et les licences pro, ça c'est clair. Voilà. Et d'ailleurs, leur référentiel, c'est pareil, leur fiche d'auto-positionnement, vous verrez peut-être être disponible sur le site. Mais nous, on l'a vraiment intégré comme un outil interne. On s'est même posé la question, est-ce que ça devient un peu notre référentiel conseil de perf? On s'est dit, est-ce que le conseil de perf, c'est pas cet auto-positionnement? On se pose la question, hein, on ne l'a pas transformé, mais ça peut être la possibilité aussi de dire, ben voilà comment on s'est approprié ce référentiel et ce qu'on en fait après. Et c'est vrai chaque question, on l'a travaillé en équipe projet, on a travaillé cette fiche, chaque question pour dire, voilà, à l'UPPA, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la politique générale et quel est le degré minimum? Parce que des fois, entre 1 et 5, on a une politique qui fait qu'on est déjà à un degré de 2 ou de 3. Si c'est pareil, ça positionne automatiquement la formation à un degré 5. Voilà. Donc, on a eu une appropriation comme ça du référentiel qui fait que c'est un outil interne d'auto-évaluation plus qu'un outil HERS. Quoi. Après, nous, on avait essayé de le faire sur l'accréditation, faire une matrice importance-performance pour que les mentions se positionnent. Alors, on l'a fait sur les parcours même, pour que les mentions et les parcours se positionnent sur un certain nombre de thématiques. En gros, là, on est performant, mais bon, à la limite, ce n'est pas très important, jusqu'à là, on est vraiment nul et il faudrait qu'on le soit, c'est vraiment important qu'on le soit. Quoi. Et du coup, on a essayé de faire une cartographie de ça, avec comme objectif de fond de dire finalement, les ressources pérennes pour alimenter la stratégie formation, c'est quand même pas complètement évident dans les temps qui courent. Mais par contre, on a de plus en plus de projets formation. Et l'idée, c'était de dire, finalement, quand on a des projets formation, comment on peut alimenter via ces projets des thématiques particulières qu'on a fléchées en avance de phase dans la nouvelle accréditation. Ça, c'était un élément qu'on a essayé de traiter post-auto-évaluation, on va dire, dans la démarche accréditation. Donc, des thématiques de type assez simple, insertion pro, professionnalisation, réussite, des choses de ce type-là. Et l'idée, c'était que chaque mention ou chaque parcours, ça dépendait un petit peu. Sur les masters, on a plus travaillé au parcours, mais l'idée, c'était de dire, moi, ma mention, en tant que responsable, sur la prochaine accréditation, je voudrais mettre de l'énergie sur ce sujet-là et ce sujet-là. Et ce qui voulait dire que derrière, on est capable de pister quand on a des projets qui tombent, formation, de dire, il y a ces mentions qui s'étaient positionnées sur cette thématique, c'est celle-là qu'il faut aller aider en priorité. Donc là, on est déjà sur la partie accréditation. On n'a pas parlé données, qui est un des éléments importants pour la formation. Alors, je vais essayer de partager un truc. Voilà. Ce qu'on avait fait aussi en parallèle, c'est former les équipes pédagogiques. C'est-à-dire qu'on a proposé, on a formé, on a fait, je ne sais plus quoi, une vingtaine de formations, 20 fois 3 ou 4 heures, je n'ai plus en tête, sur des petits groupes mélangés.
donc pas des mêmes domaines disciplinaires. Et on a proposé toutes les semaines, 2 fois par semaine même au début, des formations pour les enseignants et pour les équipes pédagogiques, et notamment pour les responsables de parcours ou de mention, d'avoir une formation sur ce schéma-là. Donc, c'est-à-dire que comme le positionnement de la formation, la campagne d'évaluation, les principes, qu'est-ce qu'on évalue, enfin vraiment, en plus du guide, avoir des séances régulières, hebdomadaires, où les porteurs de mention pouvaient se rendre sur un temps d'échange, à peu près 3 heures, où on reparlait du référentiel, de ce qu'on attendait d'eux, de ce qu'il fallait mettre dans les dossiers. Et puis, un des gros éléments de ces réunions-là, enfin de ces phases de formation, c'était l'usage des données et l'utilisation des tableaux de bord. Alors, à Grenoble, on a eu la particularité de dire qu'en termes de levier, un qu'on avait identifié, c'était de la mise à disposition de l'information aux équipes pédagogiques. Donc, il y a eu un gros projet qui s'est déroulé sur 3 ans pour faire un outil de data visualisation pour mettre à disposition l'ensemble des données formation dans les équipes pédagogiques. Et donc, on a profité de ce temps-là aussi pour former les équipes pédagogiques à l'utilisation de l'outil. Donc, on les formait à la fois au process d'auto-évaluation et l'enjeu sur l'accréditation qui allait venir derrière, et aussi l'utilisation du portail de données qu'on leur mettait à disposition. Bon, je ne vous montre pas parce que je crois que je n'ai pas d'accès à quoi ça ressemblait. Bon, voilà, c'est un portail. Voilà, en gros, si je vous la fais simple, en gros, c'est des extractions de données d'Apogée sur tout un tas de thématiques, hein, les suivis de cohortes, les réussites, les entrées, les sortants, etc., etc. Tout ça dans des tables de données qui font des entrepôts avec de la visualisation interactive. Et puis toutes les enquêtes d'insertion et d'évaluation des formations par les étudiants qui sont réintégrés dans l'ensemble de la base de données pour donner toutes ces informations en mode interactif aux équipes pédagogiques. Donc l'idée, c'était de les former à ces outils, ceux qu'on avait besoin. Alors ça c'est un levier intéressant parce que quelque part, on leur a livré un jouet. Voilà. Donc ça, ils étaient contents de jouer. Voilà, c'était un beau jouet, ils ont beaucoup joué avec ça. Donc ça, c'était un levier important chez nous. C'est un des éléments qui a permis de faire une auto-évaluation vraiment sympa, quoi. Voilà. Et puis, on les formait sur les thématiques, voilà, les données pour chaque thématique, donc les effectifs, les inscriptions, les parcours, les réussites, l'insertion pro, l'évaluation par les étudiants. Voilà. Et donc, ils avaient sur chaque thématique les données, la méthodologie pour chaque thématique et comment il fallait interroger chaque thématique, etc. Voilà. Et puis des exemples de, finalement, ce qu'on traitait avec eux, c'est comment ils pouvaient valoriser, en utilisant ces données-là, comment ils pouvaient valoriser leur écrit par des données chiffrées qu'ils mettaient en annexe. Et l'idée, c'était de aussi les former à l'utilisation de la bonne donnée pour apporter la preuve de ce qu'ils écrivaient dans leur rapport. D'accord, vous voyez, les rapports sont assez courts hein, sur les masters. Ils ont tendance à vouloir en faire 40 pages. Enfin, certains ont tendance à vouloir en faire que 2 pages. Ça marche dans les deux sens, ceci dit. Et l'idée, c'était non pas qu'ils nous mettent 300 pages d'annexe, mais qu'ils sachent sélectionner en fonction de ce qu'ils ont écrit, l'élément de preuve qu'ils mettaient en annexe et qu'ils référençaient dans leur dossier. Mais peut-être à Pau, je peux faire notre retour d'expérience. Donc, on a un observatoire de l'établissement qui produit toutes ces données, toutes ces fiches formation. Mais au-delà de ça, enfin, sur lesquelles les formations sont habituées à les consulter. Pour certaines rêver, tout le monde, toutes les formations ne sont pas habituées sur des formations, voilà, pour sensibiliser les enseignants sur, voilà, il faut prendre en compte, il faut analyser les choses avec des données et des données que produit l'établissement qui sont fiabilisées, synthétiques qui reprenaient des chiffres clés, on va dire, de la formation. Et on a joint à nos dossiers master, on a joint la même fiche pour tous les masters, puisque c'était uniformisé pour l'ensemble de l'établissement. Voilà, comme petit retour d'expérience à Pau. D'autres tours, sur ce sujet, indicateur c'est un vrai sujet pour la formation parce qu'effectivement, il faut quand même pouvoir fournir dans nos dossiers des choses qui soient un minimum harmonisées
alors qui vont être différents entre licence et master et LP, mais voilà, c'est-à-dire que il ne faut pas que chaque équipe pédagogique puisse produire son chiffre qui l'arrange dans son coin non plus, quoi. Il faut que l'auto-évaluation elle soit le plus honnête possible. Et donc, pour faire ça, il faut quand même de l'indicateur qui soit produit et qui soit produit avec de la confiance, quoi, par un observatoire, par un service pilotage, enfin voilà, que sais-je, quoi. Oui, je trouve aussi que moi, les formations, il y en a quand même un certain nombre qui ont été contents, entre guillemets, d'avoir cet accompagnement et cette production parce qu'ils se sont dit, mince, si moi je dois retrousser les manches pour aller compter Oui. le devenir de mes étudiants ou faire des enquêtes, des machins, enfin voilà, il y a aussi toute cette acculturation à la donnée, aux enquêtes, aux productions d'indicateurs et même de manière générale, je pense qu'ils ont quand même souligné quand il y a un accompagnement d'un service central, ils sont contents qu'il y ait cet accompagnement parce que ça leur facilite la vie. Voilà, comme on définit le process en amont, on leur dit, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, hein, on définit juste, on les sollicite qu'à un certain moment et pas sur tout le process. Hein, voilà, et ça, ils apprécient les choses simples, claires. Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec ça et c'est ce qui marche, je trouve. Ouais, c'est ce qui fait que tout se passe le mieux possible, en fait. Voilà. Ça, c'est un point essentiel. Alors, lien avec les autres domaines de l'auto-évaluation, ça c'est un… Donc nous, on a traité l'auto-évaluation formation de la formation, puisqu'on avait une cellule pilotage au niveau de la formation. Et c'est vrai que là où on a été un peu embêté, c'est que on n'a pas forcément réussi à lier l'ensemble des périmètres, hein, formation, recherche, établissement, notamment parce qu'en formation, on a démarré très très tôt et l'établissement a démarré très très tard. Alors, pour ce qui c'est, il y a des raisons à ça, hein, c'est pas de jugement dans ça, mais globalement, c'est un des éléments sur lequel on doit encore retravailler, c'est comment on harmonise ces campagnes pour avoir quelque chose d'un peu plus travaillé entre la stratégie, l'auto-évaluation de l'établissement et l'auto-évaluation de la partie formation et recherche. Ça, c'est un des éléments où voilà, il y a encore un peu de boulot, on va dire. Voilà. Mais c'est un des écueils des services pilotage éclatés aussi, globalement. Alors, bon, là, je vais pouvoir participer. Parce qu'effectivement, on a le même souci à l'Université de Nantes. C'est-à-dire qu'au départ, on souhaitait, nous, à la cellule d'appui au pilotage, évaluation qualité, on souhaitait coordonner l'ensemble des 3 volets. Et on s'est heurté à une petite résistance voilà, de la direction de la formation qui a fait les choses bien, mais avec qui on n'a pas communiqué tout le temps. On a eu des informations, mais un peu au compte-gouttes. Donc, je pense que là aussi, à l'Université de Nantes, il y a un vrai enjeu pour travailler en amont et qu'il y ait une personne qui soit un peu au-dessus de la mêlée et qui puisse coordonner l'ensemble. Et pareil, avec notre direction de la recherche, on s'est tenu au courant, mais un peu après coup, donc on n'a pas vraiment travaillé totalement ensemble. Après, ce n'est pas forcément travailler totalement ensemble, mais on voit que, par exemple, sur la formation, et notamment, c'est d'autant plus valable maintenant depuis la vague B où il faut faire des choses sur le périmètre premier cycle, on voit qu'il y a des choses qui vont se rejoindre dans qu'est-ce qu'on va écrire dans ce document d'auto-évaluation premier cycle et qu'est-ce qu'on va écrire dans le document d'auto-évaluation de l'établissement. Et on voit bien que dans le document des établissements, on va retrouver des choses sur la réussite, sur le premier cycle, etc. Et c'est là-dessus où voilà, il y a des choses qu'on peut valoriser à certains endroits, d'autres à d'autres, sachant que globalement, les experts HCERS, ce n'est pas les mêmes, quoi. Donc, ça dépend de ce qu'on veut valoriser à quel endroit. Et des fois, il peut y avoir des choses un peu stratégiques où on pourrait se poser la question de où on le met. Est-ce qu'on le met plutôt à cet endroit-là ou plutôt à cet endroit-là, ou est-ce qu'on le met dans les deux, etc. Nous, ça a été une des difficultés, c'est-à-dire que dans les rapports de champs, nous, on a choisi de ne pas faire de rapport d'évaluation des champs, mais de décrire tout ce qu'on avait fait sur le pilotage et tout le cycle qu'on avait engagé sur la qualité des formations. Mais on n'a pas fait d'évaluation des champs. C'est un choix qui a été fait. Et globalement, à l'intérieur de ces documents, donc on a décrit un certain nombre de politiques formation qui auraient pu être prises dans la partie établissement, qui ne l'a pas été, ou inversement, il y a des choses qui ont été écrites dans la partie établissement qu'on aurait pu reprendre dans la partie champ, etc. Voilà, c'est là-dessus où je pense qu'il y a un intérêt à coordonner, mais
pas forcément quand on est sur le niveau d'une mention ou d'un parcours, mais plus quand on est sur les documents d'écriture un peu plus stratégiques que sont, en l'occurrence maintenant, le premier cycle, la question des champs, et puis le document qui accompagne l'accréditation aussi. Voilà, c'est le lien qu'il ne faut pas arriver à perdre entre cette dimension établissement et le domaine métier. C'est là-dessus où des fois, voilà, à Grenoble, on a encore un petit peu de job à faire là-dessus, clairement. Alors, pour avoir coordonné un peu l'ensemble des volets, en fait, moi j'ai été, je travaille à la direction du pilotage et je suis contrôleur de gestion, mais j'ai été missionnée pour accompagner pendant toute cette période-là l'auto-évaluation des 3 volets. Mm. Donc c'est plus, moi j'ai géré tout le mode projet, on va dire, mais ça se fait, nous ça s'est fait assez naturellement avec les directions métiers, parce que justement on a été complémentaires dans ce qu'on apportait dans le projet. Donc voilà, moi j'étais plus en accompagnement méthodologique sur les process, comment on définit cette auto-évaluation, qu'est-ce qu'on en fait, quelles sont les étapes de travail, le mode moi j'appelle ça un peu le mode projet. Ouais, Et les directions métiers avaient pleinement leur rôle pour dire, voilà, pour avoir leur avis sur le fond des sujets, sur voilà, qu'est-ce qu'on met dans le dossier, qu'est-ce qu'on rédige, comment on prend en compte les aspects pédagogiques, pilotage, enfin voilà, des choses de fond qui sont propres au métier de Oui, bien sûr. de la recherche. Après, C'est complémentaire en fait, il faut le voir comme ça. Après, complémentaire, mais on peut avoir selon la taille et puis l'organisation des établissements, c'est plus ou moins facile, on va dire. Moi, j'étais en responsabilité sur une direction du pilotage de la formation où on était 15. Donc, j'avais à l'intérieur l'observatoire, on avait des gens dédiés et une organisation que moi j'avais calée pour gérer cette auto-évaluation et cette accréditation. Donc on était extrêmement staffé et extrêmement bien organisé sur ce sujet-là. Et quand effectivement le pilotage central a commencé à dégainer pratiquement 1 an et demi après, bon allez, on démarre, évidemment c'est plus compliqué à caler, quoi. Alors que des établissements soit plus petits ou organisés avec un pilotage central qui s'occupe de l'ensemble des domaines, ça peut être plus simple. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de règle, il faut juste être vigilant, je pense, voilà, pour que ça se passe bien et que tout le monde y trouve son compte, comme tu dis, Bérangère. Ouais. Ça, c'est clair. Oui, c'est sûr. Nous, c'est l'organisation qu'on a choisie, mais parce que c'était adapté chez nous, avec un pilotage voilà, au niveau central, un accompagnement au projet, voilà, c'est sûr. Peut-être un autre élément, peut-être dans ce qu'on a fait, ça me revient en même temps là. Pour la Vaccé, essentiellement, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait organisé une enquête auprès des porteurs de mentions pour faire un état des lieux un peu rapide des conseils de perfectionnement, d'évaluation des enseignements, de l'innovation pédagogique. Enfin, voilà, on avait pris de mémoire 4-5 thématiques, l'international, enfin, voilà, et un questionnaire sous Sphinx très rapide avec, voilà, c'était peut-être un quart d'heure par porteur de mention. Et c'est ce qui nous a permis finalement d'avoir une cartographie qui nous a permis de construire la suite quelque part. C'est-à-dire qu'on a pu dresser un espèce de pré-bilan rapide qui a permis de dire, dans l'auto-évaluation, on va plutôt insister sur ça, ça, ça et ça. Donc ça c'est pas mal à faire parce que ça permet de montrer aussi globalement aux instances, aux équipes politiques, voilà, l'état des lieux actuel, un peu rapide, c'est celui-là. Et du coup, les thématiques dans la future auto-évaluation qui arrive, on pourrait axer notre référentiel plutôt comme ci ou comme ça. Voilà. Ça, c'est un élément ça peut être rapide à faire, mais ça peut donner beaucoup de pistes pour la suite et pour caler. C'est une première approche, en tout cas, pour sensibiliser les équipes politiques et les conseils, je trouve. J'avais une petite question, moi, par rapport au... Alors, ça concerne uniquement les écoles d'ingénieurs, mais le lien entre, du coup, l'auto-évaluation de la CTI et HCERS, je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. Alors, normalement, c'est calé. Hein. Ils ont recollé leur calendrier, là. Ils ont recalé leur calendrier pour que ça se passe tout en même temps. D'accord, sur les prochaines vagues, du coup. Ouais, c'est déjà recalé depuis la vague B même, je crois même. Certains sur la vague A, pas tous, mais depuis la vague B, il me semble que tout le monde est recalé CTI, HCERS. D'accord, Oui. ok. Je confirme, vague B, on a bien eu un calendrier aligné. Sur la vague A, pas tout le monde, mais à partir de la B, je crois que c'était le cas, quoi. Ok, merci bien. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, je ne sais pas encore dans quelles conditions on arrivera à faire ça avec Thierry
sur la formation qu'on délivre sur 3 jours à l'AMU. Donc en général, on fait 3 jours. On aime bien faire ces 3 jours-là parce qu'on traite les 3 volets. Donc établissement, formation, recherche. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir des échanges de fonds, même sur 3 jours. C'est plutôt intéressant. On voulait séparer ces journées, voilà, parce que ça fait quand même 3 jours pour les gens en dehors de leurs établissements. Mais finalement, je trouve que c'est bien d'avoir 3 jours un peu de recul pour se questionner. C'est 3 jours un peu hors du temps, même si c'est contraignant ces 3 jours d'affilée. Donc voilà, on ne sait pas dans quelles conditions on arrivera à faire cette formation avec l'AMU. Là, je pense que ça sera plutôt soit un petit peu avant l'été, soit à la rentrée. Voilà. Au vu du décalage de vagues, là, on est un petit peu moins sous pression. Voilà, c'est un petit peu moins sous pression. Mais on va voir. Voilà. Donc, c'est 3 jours où on traite les 3 volets. Et là, on est plutôt en mode. Voilà, c'est plutôt un échange. Alors, on donne des pistes, mais on échange beaucoup de documents, beaucoup de pratiques, beaucoup d'expériences. L'idée, c'est vraiment ça, quoi, hein. Donc, en général, il y a 15-20 stagiaires. Donc, sur 3 jours, on a le temps de se raconter quand même beaucoup de trucs et de se partager beaucoup de documentation de ce qu'on a vécu, nous, à droite et à gauche, etc. Voilà, donc pour l'instant, ce n'est pas calé pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais ça devrait se produire sans doute avant l'été ou début septembre, je sais pas, on verra, selon la situation. Voilà, moi je reste dispo par mail si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Si vous voulez rééchanger sur un sujet particulier, parce que ce matin, vous n'étiez pas tous réveillés, j'ai l'impression. Et puis on va clôturer là-dessus.